Et salut à tous, bienvenue dans ce Faction Focus. On vous retrouve une nouvelle fois pour du Hors 10. Et ce coup-là, on va s'intéresser à Gulrang. On va essayer de passer en revue un petit peu les cartes intéressantes pour ce héros qui vont vous permettre du coup de découvrir ses mécaniques, de comprendre comment il fonctionne. En fin de vidéo, vous aurez bien évidemment la liste pour bien commencer avec Gulrang. Je rappelle que bon, c'est suite au reveal de toutes les cartes qu'on peut se permettre désormais de réfléchir un petit peu à ces choses-là, que c'est les uncut sheets qui nous ont permis de les avoir. Donc tout n'est pas encore disponible à l'heure où on enregistre cette vidéo sur le site officiel. Donc parfois on va vous montrer des photos sur certaines cartes qui peuvent manquer. Et voilà, cette vidéo s'adresse à ceux qui débutent, soit avec le héros, soit à Alter de tout court. Il faut quand même avoir une petite connaissance des règles et savoir comment jouer. On va pas revenir sur... ce n'est pas un tutoriel pour jouer Alter. Et si jamais vous avez déjà plus de connaissances et plus d'expertise dans le jeu, que ce soit sur le héros ou sur la faction, eh bien tant mieux pour vous. Cette vidéo ne vous est pas entièrement dédiée. On espère quand même que vous apprendrez quelque chose. Et sans plus attendre, mon invité pour parler d'Ordis, si vous ne l'avez pas déjà vu, eh bien c'est Sryzen. Sryzen, comment ça va? Écoute, ça va toujours très bien. Bien content d'être là pour parler de Gulrang, qui est probablement un de mes trois héros préférés avec Waru et Akesha, qui sont mon top 3. J'aurais du mal à les classer. Peut-être Waru au-dessus quand même, on va pas déconner, mais Akesha et Gulrang, j'ai un peu de mal à les placer. C'est un héros qui est très particulier, on va avoir l'occasion d'en parler, et qui a un gameplay assez unique. Et du coup, ça la rend très intéressante pour réfléchir autour. Très bien. Bah écoute, c'est cool. Sans plus attendre, présente-nous le héros, son pouvoir et les lignes de stratégie que son pouvoir ouvre euh, aux joueurs qui ont envie de commencer à la maîtriser. Alors, Gulang et Toxin n'ouvrent pas beaucoup de lignes de stratégie différentes. Oh, Honnêtement, actuellement, elle en ouvre une, qui est je ne fais rien pendant 5 tours, et après je te roule dessus. J'exagère volontairement. En fait, ce que nous dit Gulrang, c'est que tous les tokens qu'on va créer gagnent un boost. Un effet qui est extrêmement fort. Euh, D'autant plus chez Ordis où on a des cartes qui permettent de générer beaucoup de tokens assez facilement, et notamment sur un même tour. Donc en j'imagine que ça va fait, être des cartes privilégiées pour Gulang. ça va être des cartes privilégiées pour Gulrang, parce qu'en fait, on va se retrouver quand tu as par exemple une Teija qui va mettre un boost sur le premier personnage qu'on va jouer ce tour-là, bah, une Gulrang qui va peut-être mettre un boost sur 2, 3, 4 cartes sur un même tour, peut-être même plus. Et du coup, bah, ça peut vite rendre les choses ingérables en termes de valeur. Ça a l'air super fort comme Euh, pouvoir. Pourquoi il faut attendre 5 tours? et pourquoi il faut attendre 5 tours? Parce qu'en fait, Gulrang, elle a un contre-coup à ce pouvoir qui est très puissant, qui te dit que tant que tu n'as pas au moins 8 mana orb, donc bah, au moins atteint le tour 5 si tu mets du mana tous les tours, bah, tous les tokens que tu as qui sont boostés gagnent un mot-clé qui s'appelle Defender. Defender, ça veut dire que tes expéditions ne peuvent pas avancer. Tu peux bloquer l'adversaire, c'est-à-dire que tu peux faire plus de valeur que lui pour que lui n'avance pas, mais toi, tu n'as pas le droit d'avancer. Donc en fait, tu commences à avancer à peu de choses près qu'au tour 5. On verra que c'est pas tout à fait vrai, mais du coup, il faut apprendre à jouer avec ça. Et bah, c'est souvent présenté de cette façon-là, c'est tu ne fais rien jusqu'au tour 5, et au tour 5, tu roules sur ton adversaire parce que de toute façon, tu fais trop de valeur pour lui. Et il peut plus rien faire. Très bien. Eh bien écoute, ça a l'air assez straightforward enfin assez direct hein, comme stratégie. C'est résister pour ensuite déborder. C'est exactement ça, c'est très bien dit. Et on verra que dans le choix des cartes, il peut y avoir plusieurs possibilités, même s'il y a des cartes qui, dans Gulrang, prennent vraiment une valeur assez dingue de par leur design. Et c'est ce qui va c'est ce qui rend Gulrang intéressant, c'est qu'elle va permettre de jouer des cartes qui ne sont pas jouées dans les autres héros de la faction, que sont Waru et Sigismar. Eh bien, sans plus attendre, voyons un petit peu ce que tu nous as concocté comme liste de staples pour Gulang. Par quoi est-ce Alors, que tu as envie de commencer? Qu'est-ce qui prend peut-être les cartes les plus typiques de Gulang? Vers quoi on se dirige? un peu comme Waru, on va commencer avec trois cartes. On va commencer avec Jeanne d'Arc, qu'on n'a pas présentée encore. Pourtant, qui est une carte connue de très longue date sur Alter, parce que ça fait partie. On avait une version commune qui était présente dans les démo decks de 2021. Donc, Jeanne d'Arc, c'est une carte qui dit
J'ai très peu de stats, hein, c'est une 2-2-2 pour 5. Donc la perte de stats est encore plus importante que pour Isitok dont on a parlé dans Waru. Euh, Par contre, elle a un effet très intéressant qui dit que quand elle quitte la zone d'expédition, on va créer 2 jetons dans chacune de nos expéditions. Donc en fait, quand elle va quitter l'expédition, on va mettre 2 jetons 1-1-1 de chaque côté. Et donc dans Gulrang, en fait, c'est des jetons qui sont 2-2-2. Donc on va créer 4 de stack dans nos 2 expéditions quand elle va quitter le plateau. Pourquoi c'est intéressant? Parce que bah, ça peut permettre, en sacrifiant un tour, bah, de défendre facilement le tour d'après, ou simplement d'avancer avec ou d'avancer simplement avec énormément de statistiques une fois qu'on a atteint nos 8 mana, parce que nos jetons sont mis en valeur. La difficulté de cette carte-là, ça va vraiment être de trouver le timing pour la jouer sans perdre trop de tempo par rapport à l'adversaire. Je remarque que tu n'as pas mis la commune et j'ai envie d'aller la présenter aux gens qui regardent cette vidéo. Car la commune, comme tu es en train de parler de la difficulté de la setup, bah, la commune elle se setup plus facilement puisque elle offre les mêmes statistiques mais elle coûte un de moins. Le Alors, payoff ça, est effectivement beaucoup moins fort, mais il est peut-être suffisamment fort pour Gulrang, non? Pourquoi est-ce que t'as pas choisi de mettre la commune dans les staples? Alors, j'ai choisi de pas mettre la commune parce que la rare est vraiment extrêmement forte. La commune peut se jouer aussi, effectivement. Alors, la différence entre les deux, pour ceux qui ne l'ont pas, c'est au-delà que la commune est moins chère, elle ne va créer qu'un seul jeton de chaque côté. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 4-4-4 dans chaque expédition, on va avoir 2-2-2 dans chaque expédition. C'est très fort, mais on a d'autres cartes qui permettent d'avoir ce setup-là, qui sont disponibles dans la faction. On va en parler, on en parlera un peu plus tard. Euh, mais c'est vrai que le setup de beaucoup de tokens est extrêmement fort, notamment avec d'autres cartes que je trouve très fortes dans Kulrang. On va reparler du monolith encore pour ceux qui l'attendent. Euh, mais voilà, par exemple, quand on a un monolith, en fait, toutes les cartes qui vont fonctionner avec des tokens, le monolith chargé, des cartes qui vont demander d'avoir beaucoup de cartes sur le terrain, etc., sont d'autant plus amplifiées avec la gêne Darkrai. Et Très bien. notamment quand on a placé notre setup qui permet d'avoir beaucoup de tokens ou d'avoir un gros tour en début de tour, bah en fait, poser Jeanne d'Arc va pas nous coûter si cher que ça. Et une fois qu'on a posé Jeanne d'Arc, qu'elle quitte, qui n'est pas en réserve, la jouer au tour d'après, en fait, nous coûte quasiment pas rien puisqu'on a déjà 4-4-4 des deux côtés. Donc ça permet d'avoir en fait 2 tours extrêmement forts en sacrifiant un tour pour setup la première. Super. Du coup, quelle carte suivante tu as envie de nous montrer un peu iconique de Gulrang? Ben écoute, on va reparler du monolith. J'en ai parlé là très rapidement, donc j'en profite pour passer dessus. C'est une carte qui dit que toutes les cartes qu'on va jouer, qui vont rejoindre nos expéditions, vont gagner un boost. Donc ça comprend les tokens. Et donc ça fait que tout token qu'on va créer va être une de 3-3-3 au lieu d'être une 1-1-1. Euh, En plus de permettre, par exemple, de poser une Jeanne d'Arc qui serait elle-même une 3-3-3 au lieu d'une 2-2-2. Donc de la rendre plus simple. Voilà. C'est juste extrêmement fort. Et notamment avec la dernière carte qui est Ouvrez les portes. Alors là, j'ai mis les deux versions. Je pense que les deux versions Avant de sont jouables. passer à ouvrir les portes, je trouve que ce que je voudrais signaler là comme ça, te faire remarquer, c'est que et Jeanne d'Arc et le Monolith sont des cartes à setup. Donc là, tu nous as déjà montré qu'on devait résister, mais tu nous montres deux cartes qui, entre guillemets, Mm. laissent un peu passer l'adversaire puisque elles coûtent très cher et du coup elles ont peu d'impact le tour où elles sont mises. Ouais, de toute façon, va falloir accepter. En fait, ce qu'il faut accepter avec Gulrang, c'est que ce qui est très intéressant avec le personnage aussi, c'est que les expéditions sont des ressources. C'est-à-dire que l'adversaire ne gagne que s'il a avancé cette fois. Donc, il n'a pas avancé cette fois, il n'a pas gagné. Et donc, on va devoir accepter de sacrifier des expéditions, parce que de toute façon, on peut pas avancer au début, nous. Donc, on va devoir accepter de sacrifier des expéditions pour placer un setup qui va nous permettre, une fois qu'on est débloqué, bah, de récupérer ces expéditions de retard et de gagner la partie. Et donc ça va passer au travers du monolith, ça va passer au travers de Genbeck, ça va passer au travers d'autres cartes de façon un peu moins importante qu'on va présenter. Ça peut passer au travers du transporteur Ordis également, qu'on va pouvoir présenter après. Toutes ces cartes qui sont des cartes qui te demandent d'être de setup, qui vont sacrifier 1 à 2 expéditions pour être placées, mais qui en fait à terme vont rapporter beaucoup plus. Très bien. Donc tu voulais qu'on aille voir ensuite Ouvrez les portes, que tu as C'est mis à ça. la fois en Ouvrez les commune et en rare, donc on va montrer les deux, pas d'inquiétude.
C'est ça. Pour moi, Ouvrez les portes, notamment dans sa version rare, est extrêmement forte. Je pense que c'est la principale condition de victoire de Gulrang. C'est une carte qui va dire dans sa version rare, pour 5 mana, vous créez 4 jetons 1/1. Et alors l'avantage de la rare, c'est qu'on peut les distribuer comme on le souhaite dans les expéditions ciblées. C'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre les 4 du même côté si on en a envie, ce qui n'est pas possible avec la commune qui elle crée 2 jetons de chaque côté. Ce qui est très fort avec Gulrang, c'est que comme ces jetons vont prendre un boost automatiquement, en fait pour 5 mana, on va mettre 8-8-8 sur notre terrain. Potentiellement, si on a le monolith, en fait, on va mettre 12-12-12 sur notre terrain. Et donc on se retrouve à créer une quantité de valeur pour le mana qu'on a dépensé qui est extrêmement importante par rapport à ce que sont capables de faire les autres factions. Pour prendre un exemple, si on prend nos amis Bravos, qui sont connus pour avoir des stats très importantes par rapport à leur coût en mana, pour faire 8-8-8 de stats en une seule carte, la seule carte qui fait ça chez Bravos, c'est Shenlong, et Shenlong compte 6 mana. Ici, on est capable de le faire pour 5 mana, et en plus de ça, si on a envie, on peut les répartir sur 2 expéditions pour aller chercher les 2 expéditions. Et c'est Donc c'est pour. aussi moins sensible à un removal du coup. Ah, ça dépend des removals, c'est moins sensible à des gros removals, c'est-à-dire que il y a peu de cartes dans le jeu qui permettent de contrôler de façon de contrôler 4 cartes. On en a une qui est très dangereuse pour Gulrang, qui est la colère du Kraken qui est présente chez Izmir et Axiom. Mais voilà, on n'est pas forcément là pour parler des contres. En effet. Je vous laisserai vous renseigner sur la carte, mais vous comprendrez très fort que comme les tokens sont des cartes qui sont considérées comme ayant un coût de 0, ça rend notamment la colère du Kraken extrêmement forte contre Gulrang. Très bien, donc ça, donc Jeanne d'Arc qui finalement est une carte à setup mais qui a son propre payoff, sans même monolithe, hein, ça va générer quand même 8 de Oui, value directement. Le monolithe qui, lui, par contre, est vraiment le pur setup, mais qui après va donner une value infinie à tout le reste. Et ouvrez les portes, qui, pareil, est pour le coup juste du payoff. Donc ces trois cartes-là sont un petit peu celles qui cimentent, on va dire, le côté puissance de Gulrang. Donc est-ce que c'est ça qui permet de tenir? Est-ce que c'est ça qui permet de gagner? C'est un peu les deux au alors final. ça, c'est des cartes qui globalement vont surtout permettre de gagner. Jeanne d'Arc peut nous permettre aussi de tenir, comme ouvrir les portes, mais on va surtout compter sur ces cartes-là pour gagner, de la même façon qu'on peut compter sur un transporteur Ordis dans sa version rare. Euh, pour ceux qui ne la connaissent pas, en fait, qui est une carte qui coûte 5 mana. Et donc là, on est comme dans le monolith dans du pur setup, mais qui, au début de chacun de nos tours, va créer un jeton de chaque côté. Donc en fait, à partir du moment où on l'a mis, tous les tours qui suivent, on va avoir 2 dans chaque expédition avec Gulrang. Euh, c'est une carte qui a un gros coup de setup. Moi, je suis pas c'est pas forcément la carte dont je suis le plus fan, mais il y a des gens qui ont joué des listes avec le transporteur Ordis, qui fonctionne bien. Ça peut se jouer, c'est une carte qui est intéressante. Et tu Maintenant, les cartes qui vont nous permettre de tenir, ça va être plutôt des cartes qui permettent de générer des tokens ou de mettre des statistiques. Et donc là, on va retrouver un peu toutes les cartes dont on a déjà pu parler dans les autres decks. La Gardienne Ordis, euh, le Héros de Papier, le Cadet Ordis, Ratatosker dont tu avais parlé avec Sigismar, si je ne me trompe pas, la Mécanicienne. Voilà, toutes ces cartes qui vont permettre de poser beaucoup de stats pour peu de mana. On a l'Archiviste du Monolithe également. Euh, et elles sont plus là en début de partie pour juste ralentir l'adversaire. Et on va jouer tous début de partie dans l'optique de ralentir l'adversaire. Ce qui est intéressant notamment avec la mécanicienne, Ratatosker, le héros de papier et la troupière, c'est que c'est des cartes qui vont potentiellement permettre d'avancer en début de partie puisqu'ils n'ont pas Defender, c'est pas des tokens. Et donc en les jouant d'un côté, si l'adversaire n'a rien répondu en face, on va pouvoir avancer. Alors je voudrais juste revenir un petit peu là sur le transporteur à 5 avant que. Moi, il y a un truc que je trouve vachement intéressant, c'est j'imagine un monolithe en jeu et un transporteur Ordis en version rare en jeu, ça va mettre 2 3 3 3 de chaque côté. Et ça me fait Ouais. vachement penser à un setup double hive. Alors, ça coûte un peu moins que les hives rares de chez Axiom, Mm. mais au final, on se retrouve à mettre deux jetons assez forts à chaque tour. Et du coup, je vois aussi la mécanicienne de la fonderie là, sur le côté,
qui nous fait Mm. dire, tiens, peut-être que ça peut être intéressant de réduire le coût des permanents dans Gulrang. Mm. C'est un peu pour ça qu'elle est présente, elle, dans la liste de staples. C'est qu'elle réduit, c'est la seule façon qu'on a en Nordis actuellement de réduire le coût des permanents. C'est cette carte-là. Mhm. Et donc, ça peut permettre de jouer plus facilement le monolith ou le transporteur rare si on les joue. Euh, qui effectivement est un setup qui est extrêmement puissant, hein. Avoir les deux sur le terrain, c'est quelque chose. La difficulté par rapport aux ruches, c'est qu'en fait, le tour où on les joue, euh, on sacrifie le tour. C'est-à-dire, la ruche, elle, va quand même nous poser une 3-3-3, voire deux si on la joue dans Sierra. Euh, que bah, le transporteur et le monolithe disent juste j'ai posé la carte. Ils n'ont rien C'est sur le terrain et donc peuvent vite perdre deux expéditions de tour où ils sont joués. en effet. Alors après, il y a une autre carte qui en out of faction permet de réduire. Alors, ça réduit pas le coût total qu'on dépense pendant un tour, mais on a Mm, l'ingénieur de la fonderie qui permet de poser un body et mm. qui, si on a prévu de jouer un permanent, bah en fait, euh, coûte zéro quelque part. Est-ce que tu as envisagé Ouais. ça dans les listes ou c'est peut-être trop mou et il faut accepter de perdre finalement au début, c'est pas ça qui va rattraper le fossé de toute façon. Et donc, bon, bah, tant pis, il faut payer le setup, quoi. Alors, on en reparlera avec Gulrang. Gulrang, on a un vrai problème sur le choix des rares. On a beaucoup de cartes qu'on a envie de jouer en rare pour ce que la rare apporte, que ce soit de faire plus de tokens, que ce soit de la condition de victoire, etc. Euh, je suis en train de tester, c'est pour ça que je l'ai pas mis dans la liste des staples. Mon avis est pas arrêté sur cette carte. Cette carte a un avantage, c'est qu'elle permet d'apporter de la versatilité le tour où on la joue. C'est-à-dire, quand on va la jouer de la réserve, on a posé une 2-2-1, donc ça peut servir à bloquer l'adversaire. Et après, on a toujours le choix, si on a 5 mana par exemple, on a toujours le choix entre jouer une carte pour bloquer l'adversaire s'il répond très agressivement, et s'il n'a pas répondu agressivement, on peut toujours poser notre permanent en réponse. Pour moi, l'intérêt de la Foundry Engineer, il est là. Maintenant, je ne sais pas en pratique à quel point cette versatilité qu'elle apporte vaut le slot de rare qu'on lui accordera. Entendu. Donc je pense qu'elle peut être intéressante, mais aujourd'hui, j'ai pas fait les tests nécessaires pour être capable de dire si cette carte est mandatory ou pas dans des listes Gulrang. C'est un peu compliqué à dire. Oui, alors après, quand on parle de staple, on parle pas forcément d'une carte obligatoire, mais d'une carte qui peut être ajoutée à une decklist sans réelle arrière-pensée. C'est-à-dire, c'est une carte qui va très bien dans la stratégie du héros. C'est ça qu'on entend par staple. On a mis beaucoup de staples, on a des listes assez longues. Évidemment, à la fin, vous voyez que là, on propose 5, 6, 7 cartes rares. À la fin, elles n'y sont pas toutes, il y aura des choix à Mm. faire. Mais c'est juste que sous ces, sous ces formes-là, sous ces formes rares, ces cartes-là sont des cartes qu'on aime avoir dans Gulrang. Et si on avait des slots rares illimités, elles y seraient toutes. Mais c'est pas le cas. Si on est- ouais. Ouais, mais c'est vrai que voilà, cette carte, je me suis vraiment pas fait d'avis entre est-ce qu'elle peut être utile ou est-ce que vraiment elle est pas bonne, parce que en plus elle a des stats qui sont pas folles. Hors d'Angulang, on a envie d'avoir des bonnes stats pour bloquer l'adversaire. C'est pour ça que je me suis pas, voilà, j'ai pas les idées très claires encore sur celle. Donc toi, tu disais que le transporteur en rare, tu avais vu des listes et que ça pouvait bien marcher. C'est effectivement, ça va rapporter au tour d'après directement 4 de value dans Gulrang. Donc c'est quasiment rentabilisé en un seul tour, hein, le coût qui a été payé. Donc c'est très fort, hein, puisqu'on voit que habituellement le transporteur hors 10, il faut attendre 3 tours supplémentaires. Quand on n'est pas dans Gulrang, je parle, hein. Il faut attendre 3 tours supplémentaires pour qu'il ait produit assez de value pour se rembourser. Le transporteur hors 10, il faut également 3 tours pour dépasser les 5. Au troisième tour, il aura créé 6. Bah, en fait, avec Gulrang, automatiquement, ces valeurs-là sont divisées par 2 puisque chaque jeton arrive avec un compteur supplémentaire. Mais du coup, si tu joues pas la rare et que tu nous montres l'autre, c'est que tu joues la commune quand même. La commune est une bonne carte puisqu'en fait, elle va nous dire à chaque tour vous avez 2-2-2 de stats en plus. Donc c'est et si on a le monolithe en plus c'est 3-3-3 de stats en plus. Donc c'est une bonne carte. Par contre, on la joue un peu différemment des autres decks. Là où dans un Sigismar ou un Waru, on va pas avoir de problème à la poser très très tôt. Il y a un gros danger dans Gulrang, c'est qu'en fait, l'adversaire se met juste à ignorer l'expédition dans laquelle elle est posée. Comme on ne peut pas avancer dans l'expédition, à partir du moment où on l'a posée, on ne pourra plus jamais avancer dans l'expédition compagnon. Euh,
tant qu'on n'est pas à 8 mana. Si on la pose au tour 1, l'adversaire peut décider de ne jouer que dans l'expédition héros. Et d'avancer comme ça que dans l'expédition héros, et d'ignorer complètement le transporteur qui du coup ne fera pas de réelle valeur avant le tour 8 mana, avant le tour à 5, donc à 8 mana. Donc c'est compliqué, c'est plus compliqué à jouer. C'est une carte qui fait beaucoup de value, mais c'est un peu plus compliqué à jouer parce qu'il faut choisir le bon timing sur lequel le poser en début de partie. D'accord, d'accord. Intéressant. Bon, là, on arrive peut-être dans des strates un petit peu plus compliquées, du coup, peut-être orientées pour les gens qui ont déjà un petit peu l'habitude du héros. Mais je comprends la problématique, en effet. C'est intéressant. Donc ensuite, bon, tu as dit un petit peu toutes les cartes tout à l'heure, là, assez rapidement. On peut peut-être revenir un petit peu dessus. Donc la mécanicienne, donc qui a à la fois des bonnes statistiques, peut-être pour éviter de trop perdre au début. On peut quand même avancer avant le tour à 8 mana, hein, on peut quand même avancer dans Gulrang. C'est juste que du coup, il faut pas de token. Du côté où Mm. du côté où on veut avancer, il faut juste donc des bodies normaux, des créatures qui ne font pas de token. On peut penser à la gardienne par exemple, qui permet à la fois d'attaquer fort d'un côté et de défendre de l'autre. Euh, qui permettrait potentiellement de se dire j'avance d'un côté et je défends de l'autre. La mécanicienne qui permet d'attaquer. Le Ratatos qui pour moi à 1 permet également potentiellement de prendre un côté au premier tour, tout simplement. Tu peux permettre de prendre un côté au premier tour et qui après est une carte qui fait beaucoup de valeur parce qu'en fait on va faire, comme on crée deux recrues, on va faire 5-5-5 de stats pour 3 mana, donc C'est vraiment Gulrang qui gigantesque. le met en Ouais. valeur de façon assez dingue. Et en plus de ça, une fois qu'on a le monolith, ça devient juste effrayant depuis la réserve. En effet, le héros de papier qui, pareil, peut prendre au premier tour une expédition et au deuxième tour gratuitement créer une 2-2-2, donc ce qui est extrêmement fort. C'est ça. Ensuite, C'est exactement ça. ensuite, je vois beaucoup de cartes on va dire à faible coût là, en commune, la troupière, les cadets qui nous font comment dire, euh, un jeton, la gardienne qui fait un jeton, Ozma qu'on a déjà vu enfin Ozma qui apparaît un petit peu dans toutes tes listes. Euh, Mm. Ce coup-là, on n'a pas un héros qui a les moyens de créer des jetons naturellement, donc peut-être Ozma un petit peu plus difficile à proc, mais on joue beaucoup de cartes qui vont mettre de body. Finalement, c'est peut-être pour ça, c'est plus en synergie par rapport aux autres cartes que par rapport au héros. C'est ça. Ici, effectivement, elle est un peu plus difficile à faire fonctionner parce on n'a pas ce ou ces personnages gratuits en début de tour. Par contre, comme on aime beaucoup jouer avec la génération de tokens, on va très vite se retrouver à poser les cartes, enfin les personnages en fait 2 ou 3 par 3, sans compter qu'on a le transporteur aussi hein, qui peut permettre de commencer le tour avec 2 tokens. Donc en fait, on va réussir à la faire proc, à faire fonctionner son effet. C'est juste que ce sera un tout petit peu plus difficile que dans les autres. La gardienne nordique qui du coup qui est potentiellement jouable en rare puisqu'elle va faire deux recrues. Par contre, en début de partie, ça veut dire que elle va plus nous permettre d'avancer. Donc c'est un peu le trade-off entre la commune et la rare. La commune va potentiellement pouvoir nous faire avancer en début de partie. La gardienne, pas du tout. Elle est vraiment uniquement là pour défendre. C'est ça, elle est uniquement là pour défendre et en fin de partie, elle commence à faire exactement de la même façon que le Ratatosk. Énormément de value pour son coût en mana, notamment si on a un monolith en place. Et alors là, c'est rouler jeunesse, c'est donné. Oui, avec juste un seul bastion hors 10. Si je calcule bien, chacun des jetons sera des 3-3-3 et la gardienne sera une 2-2-2, donc c'est 8 de stats pour 3. C'est ça. On m'a dit que c'était fort. Dans l'oreillette, il y a quelqu'un qui m'a dit ah, c'est pas mal. Ah, Euh, ça devient vite effrayant. Mais c'est pour ça que Gulrang, on dit globalement, tu ne fais rien jusqu'au tour 5. Et au tour 5, tu gagnes. Parce qu'en fait, on va se retrouver dans des situations où on va poser tellement de statistiques par rapport au mana qui est disponible que ça devient quasi impossible de contester, les deux expéditions et parfois même, ne serait-ce qu'en contester une seule, ça devient difficile en termes de statistiques. Et il y a une carte sur laquelle je me suis pas trop arrêté et qui est intéressante, qu'on voit pas trop, dont on discute pas trop
pour les autres héros, c'est l'archiviste qui est donc une 3-3-3 pour 2, donc des super stats. On retrouve ça avec chez Bravos avec la traceuse par exemple, qui a les mêmes statistiques et qui paye du coup le coût supplémentaire par être fugace naturellement. Et là, on paye ce coût par être défenseur. Du coup, là, c'est pareil. Encore une fois, c'est vraiment une carte qui va nous servir à temporiser. On va mettre des statistiques pour pas cher, mais au prix de bah, j'avance pas quoi. C'est ça. Alors on est sur l'exemple type de la carte qui est présent dans le deck pour tenir ce début de partie. Euh, Comme il a Defender, entre guillemets, le fait que comme nos tokens ont Defender, c'est moins gênant. Que si on le pose du même côté qu'un token, bah, On on perd avait déjà rien. Defender. Ouais. Voilà, les Defenders ne se cumulent pas, ça n'a pas de sens. Euh, et en fin de partie, c'est juste une carte qui partira en mana parce qu'on n'en a plus besoin. Euh, Ce qui est intéressant avec l'archiviste, c'est que c'est un bureaucrate. Et je repars un peu en arrière là sur Warou pour ceux qui auraient vu la vidéo. Pourquoi j'en parle pas dans Warou? Parce que je trouve qu'endormir l'archiviste, c'est pas une bonne idée. On a Defender sur 2 tours. Et même si dans sa version rare, il a une condition qui permet de perdre ce Defender-là, je suis pas un grand fan de la carte. Par contre, dans Gulrang, où l'objectif c'est vraiment de toute façon de tenir ce début de partie, je trouve qu'elle a un vrai intérêt. Euh, Notamment en commune, hein, puisque de toute façon, la condition pour perdre bureaucrate de Lara, de perdre l'effet de Defender de Lara, c'est d'avoir beaucoup de bureaucrates. Donc, dans Gulrang, on n'en joue pas particulièrement beaucoup, mais c'est une carte qui a son intérêt pour ça, pour ses statistiques. Une autre carte qui est pas présente dans les staples que je trouve vraiment cool dans Gulrang, ou qui peut être vraiment intéressante, c'est Easy Talk. Qui est pas sur le site. Du Euh, coup, on va aller la voir ouais. directement en image. La voilà. Donc en fait, dans Gulrang, ce qu'il faut bien se mettre en tête, c'est qu'on commence à jouer la partie qu'à partir en fait, on commence à avoir le droit d'avancer nous, qu'à partir du moment où on a 8 mana. Ici Tuck, et notamment dans sa version rare, est une carte qui coûte très peu cher, hein. Enfin, pour son effet, elle coûte 5 mana. Et donc en fait, on peut très vite se retrouver sur un tour, par exemple sur son tour 2, ou sur son tour 3 quand on a 5 mana, bah pouvoir condamner les 2 expéditions pour l'adversaire. Imaginons qu'il joue une carte qui coûte 3 ou 4 de mana d'un côté. On peut simplement poser ici Toc de l'autre côté. On va bloquer du coup les 2 expéditions. Personne n'avance. Ça nous a coûté qu'une carte. Et, euh, et on a tenu un tour entier. Donc on se rapproche plus vite de notre condition de victoire qu'avec avec Gulrong. Donc c'est une carte qui peut être très intéressante, qui est assez particulière à jouer dans un Gulrang, puisqu'il joue de façon très différente que dans un Warou. Là où Warou, on va surtout la jouer en tant que condition de victoire. Là, on va la jouer vraiment comme une carte de temporisation. Parfois même ne la jouer qu'une fois pour aller se servir de son effet de réserve pour piocher une carte derrière, pour avoir plus de réponses. Donc, voilà, c'est une possibilité qui existe. Je pense que c'est une carte qui fonctionne très bien dans Gulrang. Peut-être un peu plus technique à faire fonctionner que d'autres. Vachement intéressant. C'est vrai que quand on a. Si on regarde ici Talk du point de vue de Waru, on a tendance à oublier la capacité de réserve, puisque la carte est tellement forte dans ce héros que bon, on va avoir envie de la jouer. Mais là, en effet, c'est intéressant de se dire bah, tiens, il se passe rien et moi ça me va bien. En fait, Gulrang, c'est un des héros qui a envie que la partie dure. C'est un héros, si personne n'avance pendant la journée, bah, c'est un héros qui il fait la fête, quoi, hein. C'est ah bah cool, il s'est rien passé. Si on commençait à 8 mana avec les jetons à leur point de départ, Gulrang serait imbattable, hein, globalement. Mm. Voilà. Et de la même façon, en fait, j'en ai pas parlé dans les CPM, mais tous les bureaucrates qui ont pour condition que l'expédition n'avance pas Oui, je voulais t'en peuvent parler. devenir ouais, peuvent se réfléchir dans Gulrang. Alors, c'est pas des staples, c'est pas forcément nos cartes préférées parce qu'ils ont quand même des statistiques qui sont inférieures à leur coût en mana, mais ce sont des cartes qui peuvent être réfléchies parce que, bah, comme nous, on n'avancera pas, leurs effets, ils vont fonctionner. Je vais filtrer en mettant peut-être que les communes, puisque leur version commune pourrait suffire. Donc on avait vu, on peut penser aux légat du monolithe qui, s'il n'avance pas, sabote. Donc on peut permettre, on peut se permettre peut-être d'enlever des cartes à l'adversaire. Sachant qu'en fait, c'est pas forcément très grave d'avoir des cartes un petit peu sous-statées. Déjà, elles le sont pas forcément tant que ça, hein. On peut le voir là, il lui manque un de stats en terre, c'est pas non plus un drame. Mais surtout, on profite déjà potentiellement de boost de stats dans Gulrang avec
avec les jetons, tout simplement. Donc un endroit où on a déjà profité d'un boost de stats, se permettre de jouer ça, et on sait qu'on n'avancera pas en plus, c'est impossible. Du coup, c'est effectivement un sabotage qui peut partir. De la même façon, on a le celui qui fait piocher. Il est où? Je le vois pas. La Tornie sous le conseil. Il est là. Descendre. Voilà. Donc dans sa version ici commune, qui pareil perd un en herbe pour ses stats, c'est pas très grave, et avoir de la pioche, ça peut être très intéressant. Donc effectivement, c'est des cartes qui en commune peuvent s'envisager pendant la phase de défense, elles peuvent avoir Mm. beaucoup de valeur. Par contre, les deux que j'ai présentés là ne font pas de jetons, au contraire de Tot ou de Quetzalcoatl. Quetzalcoatl, ouais. Oui, mais Quetzalcoatl, c'est pas si l'expédition n'avance pas, donc c'est plutôt Tot qu'on va vouloir privilégier ici. Donc qui va Tot, par mettre une exemple, 2-2-2 au tour d'après. c'est ça. Tot peut être une très bonne carte de défense sur le tour 4. On la pose pour même dans sa version rare où il va faire même 2 tokens. On la pose pour défendre, pour avoir des statistiques pour que l'adversaire n'avance pas. Comme nous on avance, si nous on n'avancera probablement pas, quand la carte va partir en réserve, on va créer des tokens et du coup on commence dès le tour où nous on a le droit d'avancer avec des tokens sur le terrain. Tiens, d'ailleurs, petite subtilité, les deux tokens sont créés dans la même expédition. On cible une Oui, expédition et les deux tokens vont dans la même. Donc ça peut permettre potentiellement d'avoir lock une certaine expédition et de tenter soit de défendre, soit d'avancer dans l'autre. mm, J'avoue que moi ça me vend pas tant de rêves que ça, parce que un peu à la manière dont tu disais que leur disque arrière pouvait faire en sorte que du coup l'adversaire laisse tomber complètement à côté et se focus sur l'autre. Todd, puisqu'il va mettre deux recrues, l'adversaire pourra aussi envisager son tour suivant. Si elles étaient des deux côtés, c'était pas la même. ouais, ça aurait été ça aurait été vraiment très puissant à ce moment-là. Là, l'idée, c'est plutôt de, comme c'est quelque chose qu'on va setup qui est ponctuel, contrairement à leur disque arrière, on peut se dire, je joue ça sur ce tour-là parce que je sais qu'au prochain tour, par exemple, j'ai des archivistes qui font beaucoup de stats pour le coup en mana. Et donc, la deuxième expédition, je pourrais l'arrêter avec des archivistes, Ouais. par exemple. Ou potentiellement Donc, mettre c'est un des cartes Icy qui Talk de l'autre côté. potentiellement mettent un pour... Easy Talk de l'autre côté. Donc, en fait, on est sur des cartes ici, les bureaucrates, c'est pour ça que je les ai pas mis, qui peuvent fonctionner dans Gulrang, mais qui sont quand même plus complexe à faire fonctionner correctement. Oui. Ok, peut-être un petit peu moins euh, beginner friendly, comme on dit, de l'autre côté de la Manche. Est-ce qu'on passerait pas Exactement. à la liste que tu nous proposes pour les débutants de Gulrang? Eh ben, allons-y. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on voit en rare? On voit que déjà, au niveau des permanents, on n'a pas de rare. Donc le monolithe, évidemment, ça se comprend tout à fait, puisqu'on veut principalement booster les tokens, puisque c'est ça dont on profite au maximum avec Gulrang. Mm. On voit effectivement que tu privilégies pas mal la low curve en termes de rare, et que ensuite c'est les deux cartes qu'on avait vues un peu comme étant les deux conditions de victoire, une fois que le monolithe est en place, bien sûr. C'est les Mm. deux grosses conditions de victoire que tu as choisi de privilégier. Donc, effectivement, plan de jeu plutôt simple. On attend. Et une fois qu'on est prêt, c'est Jeanne d'Arc ouvrez les portes et ciao bisous quoi. Jeanne d'Arc ouvre les portes, gardienne, Ratatosker. Voilà, on est vraiment là on est dans l'optique de base du deck qui est, tu tiens, et une fois que t'as tenu, bah t'as ton reward qui est que Defender disparaît, et donc tu peux assommer l'adversaire sous des grosses statistiques. Ici, on a quand même deux transporteurs ordis que j'ai mis parce que bah voilà, ça reste des cartes intéressantes, mais ça peut être changé avec beaucoup de choses. Ça peut être changé par des Easy ça peut être changé par des Des bureaucrates. non, des bureaucrates, ça peut être changé par d'autres cartes de génération de tokens. Est-ce qu'il y en a que j'ai pas forcément mis euh, en commune? Je crois pas forcément, mais voilà. Ça peut être changé par beaucoup de cartes. Éventuellement, on pourrait même envisager des chargés, je ne sais pas. Puisqu'on va générer, on va beaucoup go wide pour faire beaucoup de tokens. Du coup, le charger pour avoir beaucoup de valeur. Voilà, c'est un slot qui peut être changé par beaucoup de cartes. La curve du deck
Donc le coût moyen des cartes m'a l'air assez bas, puisqu'il y a quand même pas mal de... Enfin, il y a quasiment que des cartes qui coûtent 3 ou moins, notamment chez les personnages. Il y a quand même néanmoins la présence de 3 Jeanne d'Arc, 3 Ouvrez les Portes et 3 Monolithes, qui pourraient venir un peu encombrer les mains de départ ou faire mal aux early draws si jamais on commence à les piocher en masse. Euh, Dans ces cas-là, on fait quoi? On set up et puis on accepte de perdre deux avancées et puis tant pis? Bah, malheureusement, on n'a pas forcément le choix. L'avantage de Jeanne d'Arc, c'est qu'on va pouvoir, on va accepter de perdre, par exemple, sur un tour 2 expéditions, mais au tour d'après, on ne va rien perdre. Donc l'un dans l'autre, on peut accepter ça. Euh, Ouvrez les portes, bah, ça peut être une carte qui peut se garder parce que ça peut permettre de bloquer les expéditions. Même si ça fait pas avancer parce que bah, on a encore Defender, ça peut permettre de bloquer. Et le monolith, pour le coup, on est sur du pur setup. Donc là, c'est un peu à nous de voir. Est-ce qu'on accepte de perdre 2 expéditions flat pour avoir ce boost pour nous aider à défendre et à gagner par la suite? Ou est-ce que bah là, en début de partie, on est contre un deck très agressif, j'ai vraiment besoin d'avoir des choses qui me permettent de me défendre. Et à ce moment-là, bah ouais, bon bah les monolithes, ça ira en mana parce que bah pas le choix quoi. D'accord, donc Gulrang, donc la stratégie, donc on l'a déjà répété maintes fois, elle est simple et elle est relativement unique de par le pouvoir tout simplement très particulier du héros. Moi j'ai envie de te demander, les autres en face, ils se set up aussi, ils font des choses, ils ont pas forcément, ils ont pas forcément, comment dire, ils sont pas restés passifs, ils ont pas juste joué des cartes, des personnages qui sont partis et puis ils ont mis des permanents, ils ont potentiellement, Mm. quand ils ont beaucoup de mana, ils ont potentiellement des gros setups. Ce que j'ai envie de te demander, c'est, on a pris du retard, mais à quel point on est imbattable à partir du tour 6 quoi. C'est parce que à un moment donné, on va être si on a passé 5 tours à défendre et à se prendre un de retard, admettons que ce soit que un de Mm. retard à chaque tour. On n'a pas avancé ou très peu, et l'adversaire soit a double avancé, soit a avancé de un de plus que nous. On va se retrouver avec 5 régions de retard. Est-ce que c'est trop? Enfin, c'est quoi l'acceptable pour se dire, ok, quand bien même le héros il est surpuissant au tour 6, il va pas forcément tout gagner non plus. Les autres ils ont le droit d'avoir des power turns. Alors là, c'est difficile de répondre. Honnêtement, ça dépend. Et c'est là que qu'on est un peu dans la même catégorie de deck que Waru qu'on a pu présenter. C'est des decks qui sont un peu plus complexes parce que faut avoir une connaissance de ce que sont capables de faire les autres factions. Par exemple, si on est contre une Sierra, qui va beaucoup jouer autour de la ruche, ça va être difficile. On va pas pouvoir se permettre d'accepter d'abandonner beaucoup d'expéditions. Parce qu'elle, quand elle va se setup, non seulement elle va se setup pour la suite, avec un setup qui est extrêmement puissant, Sans perdre de mais en tempo. plus de, mais en plus de ça, elle va pas perdre de tempo. Donc passer derrière, c'est compliqué. On peut passer un peu derrière parce qu'on est vraiment très puissant, mais il faut pas passer trop derrière. Par contre, il y a des decks contre qui on va pouvoir accepter de passer vraiment derrière. Prendre un exemple, Muna et Bravos sont 2 factions contre lesquelles on peut passer vraiment derrière. Parce que c'est des factions qui, certes, font beaucoup de valeur pour leur mana, mais comme les valeurs sont inscrites sur les cartes, ils ont peu de façons de générer plus de valeur que ce qu'ils en font déjà. Donc on va nous arriver à un cap où comme on crée de plus en plus de valeur, nos cartes combinent ensemble. En fait, on va arriver à un moment où juste on fait flat plus de valeur qu'eux et du coup ils peuvent plus gagner. Donc ça, c'est des factions contre lesquelles on peut accepter de passer vraiment derrière. Izmir, par exemple, c'est compliqué parce qu'Izmir est capable avec du mana, peu importe la valeur qu'on a mis, et notamment grâce à la colère de Kraken, peu importe la valeur qu'on a mis sur des jetons, de récupérer une expédition. Parce qu'ils vont colère du Kraken plus poser une petite carte et bon bah on peut pas faire grand chose contre ça. Le seul moyen de se prémunir de ça, ça va être de go vraiment wide, de poser vraiment beaucoup de cartes sur une seule expédition pour qu'ils puissent pas tout gérer. Mais du coup, il y a des factions contre lesquelles faut faire plus attention que d'autres. Et ça, malheureusement, bah, on l'apprend que par l'expérience, hein. Euh, Gulrang, ça va vraiment être un héros sur lequel il va falloir accepter de se casser les dents au début pour apprendre à jouer les différents match-ups. Il y a une carte dont on n'a pas parlé et qui pourrait être intéressante. Qu'est-ce que tu penses de Celebration Day, qui est un peu le même rôle, qui pourrait avoir un petit peu le même rôle qu'Issitok dans Gulrang, qui du coup est une carte qui pourrait être vue comme une carte purement défensive. Alors la version rare, ça me paraît compliqué, mais la version Alors, commune.
Ouais, pour moi, la version rare d'Angulrang est hors de propos. Parce qu'en fait, quand on va la jouer, on a 8 mana. Quand on a 8 mana, c'est le moment où on a commencé à avoir le droit d'avancer C'est ça. avec Gulrang, donc on a envie d'avancer. Euh, la commune, je suis très partagé dessus. Parce qu'en fait, c'est une carte qui, certes, va pouvoir bloquer un côté, mais qui, en fait, laisse l'autre côté complètement vulnérable. Contrairement à Icy qui, lui, va pouvoir potentiellement bloquer les deux. Euh, et en plus, c'est une carte qui est fleeting, donc qui nous fait perdre du card advantage de façon assez directe. Moi, c'est pas une carte dont je suis fan d'Angulrang. On parlait de Tot tout à l'heure, t'imagines pas le play où tu mets Tot un tour, le tour suivant t'as 4-4-4 qui arrive directement, l'adversaire joue de l'autre côté, toi tu renforces le 4-4-4 avec un Paper Herald ou n'importe quoi ou machin, l'adversaire se commit encore. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce Mm. qu'il va jouer du côté où tu as commencé à continuer à empaler, puis pour 5 tu joues Celebration Day et puis ciao on passe au tour suivant quoi. Bah, le problème que j'ai, c'est que justement la carte coûte 5, c'est-à-dire que ton adversaire, il lui restera dans les alentours de 5 mana quand tu vas la jouer. Peut-être beaucoup plus, peut-être moins, hein, peut-être qu'il lui restera 2 ou 1 mana. En fait, 2 ou 1 mana, ça suffit à jouer une carte de l'autre côté. Donc j'ai cette difficulté avec le Celebration Day qui est que si l'adversaire décide de matcher ou de se laisser la possibilité avec ce qui lui reste en main de gagner des deux côtés, jouer Celebration Day fera que juste il prendra une expédition flat d'avance sur toi et tu pourras pas y faire grand-chose. Moi, je trouve que c'est une carte qui est beaucoup plus intéressante chez Izmir, quand on l'a en ouf chez Izmir, que, euh, que chez Ordis. Et ben on en Après, reparlera peut-être, dans la faction Focus Izmir. voilà, peut-être qu'il y a des decks qui vont très bien fonctionner avec. Bon, en l'état, j'ai un peu du mal à l'avoir fonctionné correctement, même chez Gulrang. Très bien. Bah écoute, je pense qu'on a fait un peu le tour. On peut parler peut-être des sorts pour terminer qui ne changent pas beaucoup, hein. C'est ceux qu'on voit habituellement Mm. dans Gulrang, enfin dans Ordis en général. Donc quelques, quelques teamwork training qui du coup permettent de gérer assez facilement puisqu'on va avoir beaucoup de petits bodies sur le board. Donc on va pouvoir gérer à peu près n'importe quoi. Les sauts adhésifs, peut-être, comme on le disait, pour peut-être punir les gens qui vont vouloir se setup avant nous et finalement on va ralentir la game en leur interdisant de le faire. Euh, je- Ça, puis, encore une fois, hein, c'est les mêmes cibles, hein, c'est punir des Ruges, des Atlas, des Hydra Kaena, des Shenlong, ce genre de cartes qui vont permettre, bah, juste si l'adversaire a utilisé tout son mana pour les poser, le tour est annulé, même si les cartes ont Corias, le tour est annulé en fait. ouais. Et on voit que si Hydra Kaena par exemple sort juste avant que Gulrang puisse avancer et qu'elle n'est pas gérée, ça peut être justement le genre de petites de petites cartes rigolotes qui annulent complètement finalement bah, ce que Gulrang va pouvoir proposer en termes de value quoi. L'adversaire C'est ça. aura très vite beaucoup plus à chaque tour. Donc on va vouloir s'en débarrasser. Voilà, donc on a fait le tour du deck de démarrage, on a fait le tour, je pense, des possibilités qu'offre Gulrang. Je pense qu'il va être temps de conclure cette vidéo et je vais te laisser comme d'habitude le mot de la fin. Comment tu donnes envie aux gens d'essayer Gulrang? Bah, Gulrang, c'est un gameplay qui est vraiment unique. Contrairement par exemple à un Waru, où on peut faire une similitude avec les ancrages de Muna. Là, on est vraiment sur un héros dont la mécanique en elle-même est complètement unique. Donc, si vous voulez essayer quelque chose de différent, si vous savez pas par quoi commencer et que vous voulez faire quelque chose d'un peu différent des autres, ou que vous vous lassez un peu des decks que vous pouvez jouer, pensez sur Gulrang et vous allez découvrir une nouvelle façon de jouer alterne. Eh ben super, merci Sryzen pour ta participation, ce fut un régal comme d'habitude. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie d'essayer Gulrang, qui est, comme il le dit, un perso très particulier avec un gameplay unique. Voilà, en tout cas, bah, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, donc que ce soit sur ma chaîne Twitch Keyuko underscore ou alors sur Exalt underscore FR où j'interviens parfois pour faire du casting de compétition. Avec la team Exalt, on organise l'Exalt League qui permet bah, à des gens de se rencontrer et de participer à un environnement compétitif en ligne. Sur ce, bah écoutez, je vous dis au revoir et à une prochaine fois pour un prochain Faction Focus. Bye bye!